Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, ce programme spécial que vous propose votre chaîne préférée, Moutatimini officiel. Aujourd'hui, dans ce programme spécial, comme j'étais en train de l'annoncer, l'édition Ngalamouloumé reçoit très particulièrement Madame Lina Ngalula, qui est superviseure à la Caritas Kananga. Aujourd'hui, nous parlons de ce programme, de ce projet titré Renforcement de l'autonomisation et leadership des filles et adolescentes dans les 6 zones de santé de Kananga. Ce programme qui est exécuté en consortium, on vous parle de la Caritas Kananga en consortium avec l'ONG Femmes Acacia grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF. Mais pour aujourd'hui, dans le cadre du même projet, nous allons aborder l'aspect relatif à la parentalité positive. Madame Lina Ngalula, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau. Moi également, je suis très heureuse de me retrouver encore parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, les internautes, ceux qui aiment Moutatimini officiel, nous ont posé beaucoup de questions après certaines émissions que nous avons réalisées avec vous récemment. Voilà pourquoi nous avons préféré vous recevoir une fois de plus. Mais aujourd'hui, comme je l'avais déjà annoncé, nous parlons de la parentalité positive. Tantôt, c'est masculinité positive, tantôt, c'est parentalité positive. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expression parentalité positive afin que ceux qui nous suivent comprennent au moins de quoi il est question? Merci une fois de plus. Je salue les amis de Moutatimini qui nous suivent à travers ce programme. Je suis heureuse, très heureuse même de vous rencontrer. Je l'ai dit une fois de plus. Nous également. Ouais, okay. C'est dans le cadre du projet, comme vous l'avez dit, renforcement de l'autonomisation et leadership des jeunes filles et adolescentes au Kasaï central. Un projet financé par l'UNICEF, exécuté en consortium par l'ONG Femmes Acacia et la Caritas Développement Kananga. Aujourd'hui, nous allons parler de la parentalité positive ou parentalité responsable. Voilà. Mais comme vous avez dit, tantôt on parle de masculinité positive, tantôt parentalité positive. Ce sont des thématiques clés du projet que nous sommes en train de développer dans le cadre de nos séances de sensibilisation. Quand on parle de la masculinité positive, on voit la relation entre l'homme et la femme de façon générale. Ça peut être au sein du foyer, ça peut être dans la communauté. Donc, la masculinité positive prend les attitudes responsables que l'homme doit adopter vis-à-vis de la femme. Donc, les attitudes respectueuses. Donc, l'homme doit regarder la femme avec de l'empathie. Il doit créer un environnement respectueux vis-à-vis de la femme parce que c'est un être humain comme lui, comme le dit bien l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains sont nés égaux. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Donc la masculinité positive, c'est entre un homme et la femme. Donc les attitudes que doit avoir un homme vis-à-vis de la femme. Alors la parentalité positive ou la parentalité responsable, là nous voyons comme déjà il y a le mot parents. Là on voit les parents vis-à-vis de leurs enfants. Parents, on parle de papa et maman vis-à-vis de leurs enfants. Mais par masculinité positive, on voit papa et maman et seuls. On voit filles et garçons dans leur façon d'être. On peut aussi voir papa et fille, par exemple. Masculinité positive. Papa et fille, bon. Moi, je préfère parler de papa et maman, filles et garçons. Voilà. Alors, parentalité responsable, là, on voit papa et les enfants, ou bien parents et les enfants. Dans les parents, il y a papa, il y a maman. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais alors, quelles sont certaines attitudes que les parents doivent avoir pour concrétiser cette parentalité positive? Oui, comme vous pouvez le retenir, vous pouvez le constater, la parentalité responsable prend l'amour et l'affection des parents vis-à-vis de leurs enfants. Parce que c'est ça d'abord la base. Quand il n'y a pas l'affection, quand il n'y a pas l'amour, il ne peut même pas y avoir une communication. Mais au départ, les parents doivent
manifester de l'amour et de l'affection vis-à-vis de leurs enfants. Et les parents doivent communiquer de façon très claire et permanente avec leurs enfants, avec un accent particulier sur les filles. Oui. Parce que souvent, on laisse les filles pour les mamans et puis les papas s'en chargent que pour les papas et les garçons. Oui. Mais ce que nous voulons dans la parentalité responsable, c'est que les deux parents se mettent ensemble pour le développement personnel de leurs enfants, garçons comme filles. Alors nous mettons l'accent sur les filles. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ce sont les filles qui sont parfois mises à côté. Elles ne sont pas vraiment associées dans ce qui doivent se faire. On prend des décisions sur elles, on les impose. On dit souvent, c'est par exemple, lorsqu'il s'agit de tenir une réunion familiale, quand une fille est déjà peut-être épousée, on dit non, et elle est déjà à côté, elle n'est pas concernée par ce que nous faisons. Voilà. Et pourtant, même si on est déjà marié, on reste enfant de ses parents. On reste enfant de ses parents. Donc, hormis la communication claire, qui est même les clés du développement personnel pour l'enfant. Parce que l'enfant doit émettre aussi ses avis. Les parents sont là pour les orienter. Donc, souvent, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, ou bien on voit aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de la collaboration au sein des foyers entre parents et enfants, surtout si les enfants sont déjà âgés au-delà de 15 ans, c'est parce qu'ils ne sont pas écoutés et parce que les parents veulent aussi, à leur niveau, imposer leur avis dans la vie des enfants. Alors, la communication veut que, ou bien la communication efficace, saine et claire dans la parentalité responsable, veut que les parents écoutent les enfants, qu'ils prennent en considération leur point de vue, mais qu'ils les orientent. Voilà, surtout les orientations. Je donne un petit exemple. Je suis à la maison, bon, imaginez-vous si je n'étais pas encore mariée, je suis chez moi avec mes parents. Et tu vois, papa qui dit, dès qu'il est 17h chez moi, on ne sort pas, hein. On ne sort pas. Il me dit de cette façon-là. Mais regarde-moi un peu. Même si j'avais encore 15 ans, 17 ans, chez moi, on ne sort pas après 17h. Ce qui est écrit est écrit. Et là, l'enfant va voir comme c'est un bras de fer. S'il pense que là dehors, il a ses intérêts, il va faire les bras de fer avec papa. Il dit, il a dit ça, moi je ne sais pas. Je vais voir quand je vais rentrer, comment il va faire. Et l'enfant sort, il rentre à 18h ou il rentre à 18h ou bien 19h. Et là, vous comprendrez qu'il n'y aura jamais la paix, ni entre parents et enfants. Mais ce qui est mieux, les bonnes attitudes, c'est lesquelles? Papa, maman peuvent appeler l'enfant. Parce qu'il est déjà grand garçon, il est déjà grande fille. 15 ans déjà, c'est trop. Il peut avoir des amis, il peut avoir certaines initiatives. Il pense que non, quand il est en dehors de la maison à 15h, il profite de telle ou telle autre chose à tel ou tel autre endroit. Mais un parent responsable appelle l'enfant, lui fait voir d'abord les conséquences d'être en dehors de la maison à 17h. Et lui montre aussi les bienfaits d'être à la maison à temps. Il peut dire, vous voyez, actuellement avec les kidnappings, on est dans un endroit obscur, il n'y a pas d'éclairage. Pour ta sécurité, moi je pense que tu peux tout faire à temps. Mais avant qu'il ne soit 17h, tu rentres à la maison. Là, au moins, on est rassuré que tu es en sécurité. Ici, à la maison, tu ne cours aucun danger, tu ne cours aucun risque. Voilà. Madame Linon, quand vous avez de la matière, vous êtes vraiment experte en ce domaine. Alors, moi, je voudrais que l'on revienne sur un aspect aussi important, Madame Lina. Vous êtes en train aujourd'hui de parler de la parentalité responsable. Mais dans le cadre de ce projet que vous menez, quelles sont les activités prévues, les activités que vous êtes en train d'exécuter pour renforcer la connaissance des parents sur les droits de leurs filles? Parce qu'il ne suffit pas seulement de s'entendre comme ça, mais les parents doivent connaître vraiment les droits de leurs filles. Qu'est-ce que vous menez comme activité pour leur permettre de maîtriser tout ça?
Oui, je reviens d'abord, je corrige quelque chose. Vous m'avez qualifié d'experte en la matière, je ne suis pas experte. Non, faites quelque chose. C'est nous qui observons. Oui, je suis en train juste de me rechercher. Oui. Ce sont des thématiques clés du projet. Oui. Nous sommes censés avoir de la matière pour les transmettre, mais les qualificatifs d'experte, en tout cas, c'est trop. C'est trop. Je me recherche, oui. D'accord, je suis en train de me rechercher aussi. Oui, dans le cadre de ces projets, nous avons mené plusieurs séances de sensibilisation et nous continuons à les mener sur terrain en impliquant les leaders à la base. Dans chaque zone d'intervention de ces projets, il y a une plateforme des hommes engagés sur la masculinité positive et la parentalité responsable pour la promotion des droits des jeunes filles. Alors, on ne cesse d'organiser des causeries, des échanges avec les parents pour leur parler du bien fondé de la parentalité responsable. Donc, leur faire voir les avantages que prend la parentalité responsable, les faire voir comment elles peuvent adapter ou améliorer leur façon de vivre au sein des foyers. Et puis, la masculinité positive, tout comme la parentalité responsable, ce sont des thématiques qui ont un impact vraiment sur l'éducation des enfants. Imaginez-vous dans un foyer où papa et maman se battent matin, midi, soir, s'insultent. Il n'y a pas une bonne éducation. Parce que dans la parentalité responsable, les parents doivent être des modèles de leurs enfants. Ils doivent servir des exemples à leurs enfants pour qu'à la longue, qu'ils copient les mêmes attitudes de leurs parents et ça va les servir tout au long de leur vie. Maintenant, quand on est dans un foyer où la masculinité positive n'est pas respectée, un foyer où papa laisse tout à maman, un foyer où maman ne représente rien, un foyer où papa insulte, tape sur la maman matin, il y a d'autres papas qui exagèrent, mais ils tapent la maman et ils tapent même les enfants. Mais cela n'est pas seulement... Parce qu'il dit qu'il est chef de la famille. Voilà, c'est ça même le problème. Et pourtant, si c'était pour cette femme-là, on ne doit pas parler de la famille. C'est parce que la femme est là, toi tu es là. Aujourd'hui, on parle de la famille parce que vous avez eu des enfants. Mais si tu étais seule, est-ce qu'on va parler de famille? On ne va pas parler de famille. Alors, non seulement ça, on organise des échanges intercommunautaires avec les hommes dans chaque zone. Dans chaque zone, avec les leaders à la base. Et puis là, je vois, on parle des chefs quartier, on voit les chefs de groupement, on voit les pasteurs. Donc, tout homme qui a un mot à dire, tout homme qui a de l'influence. Et aussi, pareil, on associe aussi d'autres, pareil avec des femmes. On a aussi des femmes leaders, des femmes responsables des associations féminines qui maîtrisent davantage les droits des femmes et qui luttent pour les faire respecter. Alors, hormis ça, d'abord on a un cas, je peux dire un cas de succès dans la zone de Katoka. Après les dialogues communautaires, il y a eu un groupe de papas à Tulumba. Là, on avait tenu les dialogues communautaires avec les leaders. Je l'ai dit parce que le chef de groupement de Benakabia lui-même était là. On avait le chef des villages, on avait beaucoup de leaders communautaires. Après ces dialogues-là, il y a un groupe de papas qui est mis en place à Chilumba qu'on appelle les bons papas. Les bons papas. Donc, suite à après les dialogues communautaires, ils ont mis ces groupes-là en place. Mais moi, je pense que déjà, avec ça, vous pouvez arrêter. Le projet a réussi. Non, on doit continuer. On doit continuer à avancer avec ces papas-là. En tout cas, c'est bien d'avoir déjà, même si on n'est pas 50%, même 15% de ceux qui comprennent ce que vous voulez. Là, vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas retourné à Tulumba avec un autre dialogue. Mais le groupe de bons papas là continue. On est en train de relayer votre message. Voilà, ils continuent, ils se réunissent régulièrement pour changer leur façon d'être. Parce que ce qui manquait... C'est peut-être parce que vous leur avez donné de l'argent, qu'ils sont motivés. Les dialogues communautaires, vous savez, on avait plus de 120 personnes. Et
il y avait combien d'argent? Juste le message ou bien vous avez donné de l'argent parce que non, il n'y avait pas d'argent. Si vous pouvez vous renseigner, quand on parle de dialogue communautaire ou bien quand on réalise des dialogues communautaires, souvent il n'y a même pas les remboursements de transport. Ils viennent, on échange calmement, chacun est libre de mettre son point de vue et puis on trouve un compromis. Si je le dis, Madame Nina, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'ONG, beaucoup de groupes, beaucoup d'associations qui ont fait ce même travail. Mais il n'y a pas eu de résultats comme le vôtre. Moi, bon, ça dépend aussi des... Vous avez des stratégies spéciales pour ça dépend aussi des stratégies et ça dépend aussi de la thématique. Vous voyez par exemple les projets ici, nous sommes en train de l'appeler un projet pilote parce que notre bailleur de fonds qui est l'UNICEF a voulu expérimenter cette approche ici au Kasaï central. Alors, on parle toujours droit des enfants, l'enfant a droit à l'éducation, droit au développement, droit à ceci, droit à cela, mais on ne voyait pas la part des responsabilités des parents dans la promotion ou bien dans le développement des enfants. On laissait les parents mener leur vie d'habitude avec leurs enfants et puis on laissait aussi les enfants, on les informait sur leurs droits, sur leurs devoirs. Maintenant, on a compris que c'est mieux qu'on commence aussi à impliquer davantage les parents pour qu'ils comprennent. Parce que moi, j'ai eu même un témoignage d'un papa qui a dit un jour, moi en tout cas, je n'avais pas le temps de m'asseoir comme ça avec les enfants, parler. Ils sont déjà grands. Il y a un qui a 17 ans, l'autre a 18 ans, ils sont à l'ICA là-bas. Moi, je venais, qu'est-ce qu'il y a? Frais académiques et transport, je donne, mais je ne m'intéressais pas. Mais vraiment, avec cette thématique de parentalité responsable, où vous demandez aux parents de s'impliquer même dans les activités de leurs enfants, j'ai compris que nous avons un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants, pour arriver à leur épanouissement. Parce que dès que la base n'est pas solide, tout est gâché. Merci beaucoup, Madame Lina. Et c'est pourquoi j'avais raison de vous appeler experte, même si vous ne voulez pas. Non, moi, je continue à refuser. Merci beaucoup, Madame Lina. Alors, quelles sont les attentes que vous avez à l'endroit des pères, surtout des pères de famille, par rapport à la masculinité positive actuellement? Vous êtes déjà sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez des pères, surtout des pères de famille? Oui, c'est que nous demandons aux pères de famille. Moi, quand je parle de parentalité responsable, j'aime voir les deux parents. J'aime voir les deux parents parce que les mamans aussi, à un moment donné, elles laissé aller. Quand elles sortent pour aller vendre ces choses, ramener les foufous le soir, elles pensent que c'est tout ce qu'elle a à faire. L'éducation ne l'intéresse pas. Mais quand moi je parle de la parentalité responsable, je vise les deux parents. Ce que nous demandons aux parents, c'est de s'impliquer davantage dans les activités de leurs enfants. Quand je parle des activités, je vois même l'école. L'enfant va à l'école et au moins le temps de parler avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'école aujourd'hui? Comment l'enfant apprend, même quand il est là, en train de faire ses devoirs, même si tu ne t'impliques pas dans la résolution, mais au moins observe comment l'enfant est en train de travailler. Tu peux apporter un plus. Tu peux même l'aider. Non, quand tu fais les devoirs, débarrasse-toi de ceci, débarrasse-toi de cela. Et l'enfant va même sentir l'importance d'être en famille. Et toi-même, parent, tu vas même t'estimer responsable. Non, non. En tout cas, je suis en train d'aider les enfants. Mais ce n'est pas seulement l'école. Même autre activité. Tu peux avoir ton jeune garçon qui est peut-être cabiniste. Quand il va à l'école, il rentre, il met son histoire là-bas, il commence à vendre les unités et consorts. Et au moins, il est temps de demander à l'enfant, est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il a des difficultés? Parce que parents, on reste parents. Même si il arrive parfois, tu vois, un père de 40 ans avec un fils de 25 ans, ça arrive quand on a eu des enfants trop tôt. Même s'il n'y a pas un grand écart, mais on est parents. On est censé avoir vécu avant l'enfant. On est censé avoir de l'expérience par rapport à l'enfant. Même si l'enfant fait une petite activité génératrice de revenus. Donc, les parents doivent être présents dans la vie de leurs enfants. Que ce soit dans les bons moments, tout comme dans les mauvais moments. L'enfant a déjà commis une erreur. Parlons de nos jeunes filles aujourd'hui qui ramassent des grossesses de gauche à droite. Elle est allée, elle te ramène une grossesse. Mais en tant que parent, il ne faut pas abandonner cet enfant-là, récupère-la. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres exemples. Tu vois quelqu'un qui était... Donc, elle tombe dans cette situation-là, elle pense que pour lui, c'est fini. Mais s'il a des parents responsables, si elle a des parents responsables, on la ramène.
on l'aide comment même prendre soin de cet enfant-là. Mais c'est là, je dis clairement, je n'encourage pas les grossesses précoces ou non désirées. Mais il y a des cas où ça peut arriver. Les filles, nous leur demandons l'abstinence sexuelle, surtout celles qui sont sous le toit des parents. On leur demande l'abstinence sexuelle. Mais aux parents, quand j'ai dit dans les bons, tout comme dans les bons, mauvais moments, c'est qu'ils doivent comprendre parfois les situations qui arrivent aux enfants. Oui. Parfois par manque de connaissances, parfois par suite à l'influence externe. C'est pourquoi on dit quand on est présent dans la vie de nos enfants, on prévoit les mal. On voit les mal de loin. En tout cas, je constate, ma fille là, ces derniers temps, quand elle rentre du cours, je ne vois pas vraiment sa façon d'être qui m'enchante vraiment. En tout cas, tout n'est pas clair. Ouais. Tu l'abordes. La femme peut même s'ouvrir et te dire, maman, vous voyez peut-être mon amie telle là. Souvent elle me dit ça. Ou bien l'enfant rentre tard, au lieu de s'en prendre à l'enfant, tu commences à taper, insulter, mais tu demandes pourquoi tu rentres à 7 heures. Il peut te dire, papa, maman, tu suis rentré à 7 heures, c'est parce que j'avais accompagné mon ami telle part. Et là, vous allez savoir, non, ma fille, mon fils est en train de prendre un mauvais chemin. Donc, tu les ramènes, tu dis, non, quand tu quittes l'école, rentre à la maison. Donc, mais nos attentes, dans le cadre de ces projets, nous voulons que les parents servent des modèles à leurs enfants, que les parents soient présents dans la vie de leurs enfants, dans leurs activités, pour qu'ils veuillent comment les orienter afin de développer leur potentiel et atteindre leurs objectifs. Déjà, on est à 3 mois d'exécution du projet. Quel est votre constat sur terrain par rapport à la compréhension, la maîtrise des droits des filles? Oui, nous avons déjà noté quelques points positifs. Donc, nous avons noté quelques améliorations du point de vue connaissance et aussi du point de vue attitude. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des parents qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils doivent faire dans la vie de leurs enfants. Alors, on commence déjà à recevoir des témoignages, on voit l'implication des papas, puis dans la promotion de la masculinité positive, parce que c'est là même que tout commence. Dès que papa et maman sont en bon terme, et en tout cas, ça a vraiment de l'impact sur l'éducation des enfants. Donc, ce qu'il faut retenir est que nous avons noté des améliorations du point de vue connaissance et attitude. Nous avons davantage renforcé les capacités des parents à travers des séances de sensibilisation, à travers les émissions que nous sommes en train de mener ici, à travers les causeries, à travers des dialogues, des échanges. Alors nous avons vu que sur le plan connaissance, ils sont suffisamment outillés. Et là, nous sommes en train de faire le suivi petit à petit sur le terrain pour voir comment ils sont en train de mettre en pratique, ils sont en train de mettre en œuvre ce qu'ils apprennent dans leur façon d'être. Et là, c'est pas du tout, c'est pas nous seuls, les superviseurs ou bien les travailleurs sociaux, c'est la plupart des cas, ce sont les membres du plateforme des hommes engagés sur la masculinité positive, une plateforme qui est implantée dans chaque zone d'intervention parce que ce sont les communautés. Comme à Katoka chez moi, dans la plateforme, il y a les leaders coutumiers, il y a les leaders religieux, il y a les hommes engagés qui luttent pour la promotion des droits des enfants. Ce sont des responsables des structures qui encadrent des parents ici, des parents là-bas, des enfants. Comme ils sont permanents dans la communauté, c'est avec eux que nous travaillons régulièrement. Et nous recevons des témoignages. Parfois, on est sollicité pour aller sensibiliser, pour échanger avec les enfants dans tel ou tel autre cadre. Alors, nous avons compris que c'est que, comme on dit, le peuple périt par manque de connaissances. Maintenant, nous sommes rassurés que la communauté est suffisamment informée. Mais nous n'arrêtons pas. Nous continuons parce qu'on a arrivé une autre mentalité qui a beaucoup duré en nous et c'est pas du jour au lendemain qu'on s'en débarrasse. On avance avec ceux qui ont déjà compris et on lutte pour que tout le monde s'imprègne de cette thématique clé pour la promotion des droits des gens. Merci beaucoup, Madame Lina. Nous rappelons à ceux qui nous suivent que nous sommes dans ce programme spécial qui nous permet d'étaler ce qui est
ce qui est fait concrètement par le consortium des ONG Femmes Acacia et Caritas Développement Kananga dans le cadre du projet de renforcement de l'autonomisation et leadership des jeunes filles et adolescentes dans les zones de santé de santé de Kananga, concrètement, ici au Kasaï central. Et aujourd'hui, avec Madame Lina Ngalula, nous parlons de manière particulière de la parentalité responsable. Madame Lina, on revient un peu, parce que vous avez déjà essayé d'en parler dans vos propos récents. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission, mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui est fait sur le terrain grâce à l'appui financier de votre partenaire UNICEF pour renforcer l'autonomisation des jeunes filles? Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que ces jeunes filles soient rendues autonomes? Très bien. Oui, ça fait partie des activités phares du projet. Nous avons des filles dans des centres de formation professionnelle et apprentissage des métiers, où, comme déjà le titre le dit, centre de formation professionnelle et apprentissage des métiers, nous avons pris les filles, les jeunes filles déscolarisées et les plus vulnérables qui suivent des formations. Il y en a en coupe et couture, il y en a en pâtisserie, savonnerie. Donc le souci est de les voir apprendre un métier, qu'elles soient autonomes, parce qu'on peut être l'autonomisation, dès qu'on a l'autonomie financière, tu vois, on est même autonome socialement. Voilà. Mais quand on manque de finances, on est dépendant sur tous les plans. Alors, dans le cadre de ce projet, nous sommes en train d'encadrer 150 enfants à travers la ville de Kananga, donc dans différentes zones d'intervention, en raison de 25 par zone. Elles sont en train d'apprendre. Une fois, vous avez même vu des images, je peux dire qu'elles sont en train d'apprendre les métiers. Après ces métiers-là, nous sommes en train de voir comment ça peut être possible pour les bailleurs de les appuyer. Déjà, il y a des appuis qui suivent chaque jour ici. On appuie les centres là en matériel, que ce soit en coupe et couture, peu importe la filière qu'a suivi l'enfant, on a appuyé avec un peu de matériel pour qu'elle apprenne davantage. Et quand on passe même dans le cadre de suivi, on échange avec nos bénéficiaires, on voit qu'elles ont quitté des pas zéro. Je peux même dire qu'elles sont déjà à pas 4-5. Oui, parce que vous voyez une fille qui peut couper et puis elle va faire sa jupe, elle porte. Et c'est comme ça que nous sommes en train de lutter pour qu'elles apprennent. Et là, dès qu'elles vont retourner dans la communauté avec ces petits travaux, bon, il n'y a pas un petit travail. Ce qui compte, c'est la gestion de ces ressources. Même si tu as $100, mais si tu sais bien les gérer, ça peut toujours t'aider à t'épanouir. Donc, nous sommes en train de renforcer les enfants quand les enfants apprennent, ça c'est la première étape. Ils ont déjà appris, ils ont la connaissance. Vous leur donnerez aussi des matériels où ils vont acheter normalement, et nous disons d'abord d'avance merci à notre bailleur l'UNICEF. Je ne vois pas l'UNICEF former les enfants et puis les laisser aller comme ça. Non. L'UNICEF a toujours été là pour la promotion des enfants et la promotion des droits des enfants. Et là, elle veut que ces enfants soient autonomes à travers des métiers. Donc, avec une approche pareille, je ne pense pas qu'on va laisser ces enfants déambuler comme ça. Il y aura toujours un appui. Nous sommes presque au bout de l'émission, Madame Lina. Quelles sont les difficultés que vous éprouvez sur le terrain et votre dernier message à l'endroit de ceux qui nous suivent pendant ce temps? Bon, les difficultés ne manquent pas. Les difficultés ne manquent pas parce que la vulnérabilité, elle est générale. La vulnérabilité, elle est générale. Les soucis qu'on a, c'est qu'on veille comment acheter encore d'autres bénéficiaires, ou soit on peut étendre les zones. S'il arriverait que les bailleurs prolongent le projet, mais c'est qui est même notre souci. Quand vous parlez même des messages, après ça va dire merci, mais nous suggérons à notre bailleur qui est l'UNICEF de penser appuyer davantage ce genre de projet. Parce que les filles sont nombreuses là dehors, elles n'ont rien à faire, elles montent, elles descendent sans occupation. C'est ce qui les amène même
à une mauvaise vie, à vivre dans des conditions pas trop bonnes. Oui, c'est celle-là la difficulté, parce que quand on est avec un petit groupe, on voit les autres qui nous observent de loin. On est humain, à un moment donné ça fait mal. Bon, on n'a pas de choix, on fait avec, mais nous sommes en train de plaider pour voir dans la mesure du possible si notre bailleur peut encore appuyer d'autres projets comme ça, avec nous, la Caritas, ou avec ces autres organisations de mise en œuvre, mais nous voulons que ça soit beaucoup plus avec nous, la Caritas, parce que nous avons expérimenté l'approche et nous en avons les succès. Nous voulons à ceux qui nous appuient davantage dans ça. Merci beaucoup, Madame Lina. Merci, monsieur le journaliste. À vous tous qui étiez en train de nous suivre, nous rappelons qu'il s'agissait de ce programme spécial sur un Mbuta TV officiel. Nous avons reçu Madame Lina Ngaloula, superviseure de la Caritas Kananga. Avec elle, nous avons parlé de la parentalité positive dans le cadre du projet renforcement de l'autonomisation et leadership des filles et adolescentes au Kasaï central. Ce projet qui est exécuté en consortium entre l'ONG Femmes Acacia et le Caritas Développement grâce à l'appui financier et technique de l'UNICEF. Boutique officiel vous donne ce rendez-vous pour les jours à venir sur ce plateau avec Félicien Ngalamolomé. À très bientôt.